J'ai fait mes études de droit dans une des plus grandes universités belges, ce qui m'a conduit par la suite à m'inscrire comme avocat au barreau de Bruxelles. Un bon jour, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba, a été arrêté. C'est dans ces circonstances que j'ai été contacté par un de ses proches pour faire partie de son équipe de défense. Et c'est ce travail que j'ai fait pendant plus de 6 ans. Et durant toutes ces années, j'ai eu à fréquenter comme conseil principal la CPI, à découvrir les réalités internes. C'est alors que je me rends compte de la différence qui existait entre cette Cour pénale internationale que l'on nous présentait tous de loin, de l'extérieur, et mon expérience comme avocat à l'intérieur. Le premier constat que j'ai fait, c'est que la procédure devant la Cour pénale internationale est une procédure politico-judiciaire. Je m'en suis rendu compte et j'en ai payé les frais. Un certain 23 novembre 2013, alors que je revenais du Cameroun, où j'étais allé en mission officielle comme avocat à la Cour pénale internationale pour réunir des éléments de preuve en vue de l'acquittement de mon client. À mon retour, j'ai été interpellé à l'aéroport de Bruxelles National. C'est alors que l'on m'informe qu'un mandat d'arrêt international a été pris à mon encontre. J'arrive finalement au quartier pénitentiaire de La Haye, après avoir été escorté par une vingtaine d'hommes en armes, quasiment en armes de guerre. Je me suis demandé si l'on était en train de rechercher un terroriste, ou bien est-ce que c'était bien l'avocat que je suis, conseil principal dans les rares affaires qui sont en cours devant la Cour pénale internationale. Moi qui avais mes bureaux dans les bâtiments même de la Cour pénale internationale. Moi qui, 3 ou 4 jours plus tôt, était en train de plaider devant ces mêmes juges, opposés au procureur de la Cour pénale internationale. Lorsque j'arrive en prison, je la découvre évidemment autrement. Parce qu'on dit, l'avocat va à la prison. Tandis que les détenus, lui, va en prison. Et là, cette fois-là, avocat au barreau, je me suis effectivement retrouvé derrière les barreaux. Je suis accueilli, bien entendu, par mon client. C'était la première personne que j'ai rencontré, avec qui j'ai partagé mon premier repas, le sénateur Jean-Pierre Bemba. Par la suite, j'ai découvert tous les autres détenus qui étaient là-bas, parmi lesquels le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas eu, durant les 11 mois que j'ai passés à la Cour pénale internationale en prison, il n'y a pas eu une seule journée où je n'ai pas partagé mes repas du soir, généralement vers 19h, avec le président Gbagbo. J'avais trouvé certaines habitudes, puisque ce n'était que des Africains, donc les gens avaient l'habitude de partager leur repas ensemble, un repas africain. Sans entrer dans trop de détails, je dirais simplement que vous partagez comme avocat ma vision de la CPI. Il faut reconnaître que la CPI a été effectivement créée pour combattre l'injustice dans le monde, pour mettre fin à l'impunité. Toute la question est de savoir comment est-ce que l'on pratique cette justice. Est-ce qu'aujourd'hui, le fonctionnement de la Cour pénale internationale, tel qu'il est vécu, correspond réellement aux objectifs nobles pour lesquels cette Cour pénale internationale a été créée?
eh bien, beaucoup de personnes, beaucoup d'experts, beaucoup de professeurs d'université s'interrogent à ces sujets. Parce que l'on constate qu'il y a plusieurs interférences politiques, plusieurs influences politiques dans le cours de la justice de la CPI. Le statut de Rome prévoit que les Nations Unies peuvent décider d'envoyer une personne devant la Cour pénale internationale. Mais encore une fois, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a bien entendu des gouvernements qui ont le droit de veto, qui peuvent, sur base des motifs politiques, refuser que telle ou telle personne soit assignée devant cette cour. Il faut donc constater que la Cour pénale internationale aura du mal à fonctionner comme cour si ceux qui ont la chance d'avoir le soutien politique de certaines grandes puissances ont la garantie qu'ils ne seront jamais assignés devant cette justice internationale, parce qu'il suffit que sur la base des motifs politiques, une grande puissance décide d'opposer son veto et d'empêcher qu'une personne responsable de crime ne soit assignée devant la Cour pénale internationale. Et ça pose un problème, parce qu'à ce moment-là, plusieurs personnes s'interrogent et se disent, mais finalement, la CPI n'est pas dans son fonctionnement une justice pour tous, puisque certains peuvent bénéficier des privilèges basés sur des motifs politiques pour échapper à cette Cour pénale internationale. Alors pourquoi envoyer seulement d'autres, les plus faibles, ceux-là qui n'ont pas la couverture des gouvernements qui dirigent aujourd'hui le monde? C'est une très grande question que plusieurs experts se posent aujourd'hui. L'autre possibilité pour qu'une personne soit envoyée devant la Cour pénale internationale, il suffit qu'un gouvernement quelconque d'un pays décide de transférer le dossier de cette personne devant la Cour pénale internationale. Et là encore, on a eu des cas, on a vu le cas du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui, pour l'empêcher de jouer son rôle de leader de l'opposition en République démocratique du Congo, a été envoyé à la Cour pénale internationale avec la complicité des gouvernements africains. Il faut noter aussi, au passage, le cas du président Babo, le cas du ministre Charles Blé Goudé. Tout le monde aujourd'hui s'accorde pour dire que lorsque les gouvernements qui a justifié cela, c'était tout simplement pour empêcher ses adversaires politiques gênants de compétir contre leur adversaire actuellement au pouvoir. Et cela n'est pas juste. Cela contredit cette idée noble d'une justice pénale internationale pour tous. Une justice sans discrimination. Une justice qui ne doit pas servir aux uns de marchepied politique pour écraser ou écarter les autres. Voilà tout le problème qui se pose au niveau de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, beaucoup se sont posé la question. Finalement, lorsque une personne est accusée d'un crime quelconque, est-ce qu'il faut aujourd'hui, alors que les normes internationales prévoient que toute personne qui est accusée doit bénéficier de la présomption d'innocence? Prenons le cas du président Kenyatta. Le président Kenyatta a pu comparaître libre. Mais les observateurs ne se sont pas trompés pour dire que s'il a pu comparaître libre, alors qu'il est chef de l'État, alors qu'il a tous les réseaux internationaux, c'est tout simplement parce qu'il a su manœuvrer correctement sur le plan politique.
le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, le sénateur Jean-Pierre Bemba, bien d'autres encore, pourquoi sont-ils détenus à la Cour pénale internationale? Pourquoi est-ce que eux ne peuvent pas aussi comparaître librement? Il suffit de voir quels sont les motifs aujourd'hui qui sont évoqués par le procureur de la CPI pour s'opposer à leur libération. On dit qu'ils ont des relations de par le monde et qu'à partir de ces relations-là, ils risquent de prendre la fuite, ils risquent d'intimider des témoins. Mais si cela était vrai, alors ça devrait l'être aussi pour le président en exercice. C'est totalement injuste de considérer que toutes ces personnes doivent nécessairement rester en détention. Le seul motif, sont des motifs politiques. Et beaucoup m'ont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il est difficile d'obtenir une libération provisoire? Eh bien, il faut savoir ceci. Lorsque on est admis dans le bâtiment de détention de la Cour pénale internationale, en réalité, on se retrouve dans un espace international. On est comme si finalement, on était sur le territoire d'aucun pays. C'est une espèce de zone séparée des territoires des États. Même si physiquement ça se retrouve en Hollande, mais sur le plan juridique, c'est comme si finalement c'est un territoire qui ne se retrouve nulle part, sur aucun État. Et donc, cela fait que lorsque un juge veut libérer une personne, ces juges doivent d'abord poser la question à la personne: vous voulez que je vous libère pour vous rendre où? La personne dit, ben, écoutez, moi je veux me rendre dans tel pays. Les juges posent alors la question au gouvernement de ce pays-là: est-ce que vous êtes d'accord d'accueillir cette personne qui veut être libérée sur votre territoire? Et c'est là tout le problème. Parce que si le gouvernement, pour des motifs politiques qui n'ont rien à voir avec le dossier judiciaire pour lequel la personne est détenue, si ce gouvernement dit non, on ne veut pas de lui, eh bien la Cour pénale internationale ne vous libère pas. Et c'est ça tout le problème aujourd'hui. Plusieurs observateurs me disent, mais ce n'est pas normal. La Cour pénale internationale, est-ce que c'est un tribunal comme les autres, ou bien est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un tribunal, d'une cour politico-judiciaire? Puisque les juges eux-mêmes dépendent à chaque fois, dans tous les processus de leurs décisions, de la bonne volonté des autorités politiques. Voilà la difficulté qui fait que la plupart des personnes qui se retrouvent à la Cour pénale internationale se retrouvent effectivement dans une situation où les gouvernements respectifs de leur propre pays refusent que ces personnes soient libérées provisoirement et retournent dans leur pays. Lorsque l'on prend le cas du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, toutes les personnes qui ont été dans des guerres atroces au Kosovo, ces personnes sont régulièrement remises en liberté provisoire parce que leur gouvernement accepte de le recevoir sur leur territoire. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, les gouvernements refusent que leurs propres citoyens retournent dans leur pays? Il faut reconnaître ceci. Lorsque le président Gbagbo a été arrêté, même lorsque Charles Blé Goudé a été arrêté, le dossier était vide. Et c'est le cas du sénateur Jean-Pierre Bemba et de plusieurs autres personnes. Et c'est ça aujourd'hui le gros problème au niveau de la CPI. On arrête d'abord une personne, on commence à faire les enquêtes après. Alors que généralement,
Dans un pays démocratique, on mène d'abord des enquêtes. Lorsqu'on a un dossier solide contre vous, c'est à ce moment-là seulement que l'on peut éventuellement, si c'est nécessaire, vous arrêter. Mais au niveau de la CPI, il commence d'abord par arrêter. Ce qui amène beaucoup de gens à s'interroger. Mais finalement, lorsqu'on arrête les gens, c'est pour quel motif? Et là, ça nous amène encore sur le terrain politique. C'est simplement parce qu'il faut régler un conflit politique quelconque et écarter l'adversaire gênant. Les juges ont dit au procureur, vous n'avez pas d'éléments dans le dossier. Allez refaire vos enquêtes. Et c'est là plus d'une année après son arrestation. Jusqu'à quand, aujourd'hui, on va continuer à accepter que le procureur se contente d'arrêter des gens avec un dossier qui ne contient que des articles de presse rédigés en Afrique par une certaine presse qui est loyale au gouvernement qui s'oppose à la personne que l'on veut arrêter. Des articles de presse accompagnés de rapports des ONG. Lorsque l'on va chercher des anciens alliés qui étaient dans le parti politique de la personne qui est accusée devant la Cour pénale internationale et qui aujourd'hui sont devenus hostiles, qui sont devenus aussi ses adversaires. Lorsque l'on va puiser dans ce lot des déclarations de témoins, est-ce que l'on peut encore dire que l'on est véritablement dans une justice impartiale? Pourquoi cela ne se fait qu'à la CPI? Autre chose, c'est aussi l'intimidation des témoins par le bureau du procureur. Nous avons des éléments contre vous. Vous étiez les collaborateurs de cette personne-là. Mais on veut vous donner une chance à vous. On va signer un accord avec vous qu'ils appellent l'accord d'immunité. Nous n'allons pas vous poursuivre, mais à une condition. Vous devez nous dire toute la vérité. Et sachez que cette vérité-là, nous la connaissons déjà. Si vous ne dites pas cette vérité, vous aussi sachez que nous pouvons vous poursuivre. Regardez d'ailleurs, lui-même, nous l'avons déjà mis en prison. Exercer des pressions comme ça sur des gens, recourir de cette manière à de l'intimidation. Est-ce que l'on peut encore parler véritablement d'une justice équitable? Voilà la pratique du bureau du procureur. Dans quasiment tous les dossiers, j'ai parlé avec chacune des personnes à la prison de la CPI et j'ai découvert toutes ces choses qu'il faudrait aujourd'hui dénoncer. C'est inacceptable. Plusieurs personnes partagent le sentiment qui est de dire que le bureau du procureur à la CPI, manifestement, ne recherche pas la vérité. Il recherche la condamnation des personnes qui sont poursuivies. Beaucoup de personnes ont même pensé qu'il faudrait changer un certain nombre de règles à la CPI. Le fait d'avoir des personnes, des auxiliaires du procureur, qui travaillent sous contrat, on lui donne un contrat de 2 ans ou de 3 ans, on lui paye 10 000 € ou que sais-je, par mois. Il sait que lorsqu'il a un dossier, il doit gagner ce dossier. Parce que s'il ne gagne pas ce dossier, le contrat ne sera pas renouvelé. Lorsque l'on n'apporte pas des résultats, comme adjoint du procureur au niveau de la CPI, on risque tout simplement de voir son contrat non renouvelé et de perdre son travail. La CPI travaille encore à l'essai. Mais qui sont ces cobayes que l'on utilise? C'est tout le problème de l'achat des consciences des témoins. Dans ma pratique comme avocat à la CPI, j'ai découvert quelques jours avant mon arrestation qu'un certain nombre des témoins du procureur à la CPI
recevaient beaucoup d'argent, de l'argent pour des fonds de commerce, des frais scolaires pour le minerval de leurs enfants, de l'argent simplement pour payer le loyer, et certains ont reçu de l'argent allant jusqu'à près de 15 000 $ par personne. Comment voulez-vous qu'une personne qui vit en Afrique, quel que soit le pays, qui vit moyennement avec des revenus qui ne dépassent pas 150 ou 200 $ par mois, on lui dit, bah, écoute, nous sommes en train de chercher des témoins, nous sommes en train de chercher des victimes. Vous êtes du nord du pays, nous avons besoin de votre témoignage. Ne vous en faites pas, venez dire la vérité. Parce que les témoins qui viendront dire la vérité, qui vont reconnaître que leurs frères sont morts à cause des actes commis par des personnes envoyées, eh bien, ne vous en faites pas, nous allons vous protéger, parce que nous savons que vous pouvez avoir peur. Nous allons vous retirer de ce pays-là pour vous envoyer quelque part en Europe ou dans un autre pays africain. Et là, nous allons vous héberger pendant quelques années, pendant 3 ans. Nous allons payer tous les frais scolaires de vos enfants. On lui sort un passeport, tout est réglé. On lui remet de l'argent, il est assuré d'avoir tous les mois 2000 € de survie pendant 3 ans avec toute sa famille. Qui pourrait aujourd'hui, face à la misère qui frappe dans nos pays en Afrique, ne pas être tenté par ce marché? Aujourd'hui, il existe véritablement un phénomène de marché de témoins du procureur. Jusqu'à quand allons-nous continuer à accepter cela? Et généralement, ça vient de l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui fournit toutes ces affaires à la Cour pénale internationale. La République démocratique du Congo en tête, et aujourd'hui aussi suivie par la Côte d'Ivoire. Je pense que l'Union africaine est sensibilisée sur toutes ces questions, et l'on ne pourra pas rendre véritablement justice à nos frères et sœurs qui ont été réellement victimes des conflits dans nos pays, tant que l'on connaîtra de manière systématique ces manipulations de témoins. Si l'on veut rendre véritablement la justice, à quand le procès contre certains membres du bureau du procureur de la CPI qui, profitant des fonctions temporaires qu'ils exercent au sein du bureau du procureur, versent dans des pratiques obscures qui contredisent les objectifs pour lesquels la CPI a été créée, à savoir protéger les plus faibles. C'est vrai, j'ai passé 1 an au quartier pénitentiaire de La Haye, et en tant qu'avocat, j'ai été choqué. J'ai véritablement été choqué. J'ai même versé des larmes dans ma chambre enfermée tout seul. Ce n'était pas de larmes par rapport à la souffrance que j'endurais moi-même psychologiquement dans ma chair. Mais c'était beaucoup plus la déception. La déception par rapport à ces études que j'ai faites. J'ai pensé à me mettre, lorsque nous avions appris le droit, lorsqu'on nous a parlé de la justice sur les bancs de l'université pendant des années, j'avais appris autre chose. En voyant rien que le traitement que l'on réserve aux personnes au sein de la prison de la CPI. Le respect qui est dû à la vie privée, cela fait partie d'un droit international reconnu. On doit respecter la vie privée, même d'une personne détenue. Toutes les conversations que j'ai pu avoir, que ce soit avec mon épouse, mes enfants, mes frères et sœurs, que ce soit même sur la santé des enfants, la scolarité des enfants,
les préoccupations que les enfants pouvaient avoir dans le cadre le plus intime de la famille. Eh bien, tout cela a été enregistré de manière systématique. Certaines personnes m'ont carrément posé la question de la différence qui existe entre le centre de détention de la CPI et Guantanamo. Lorsqu'on se retrouve dans la prison de la CPI, on est victime d'espionnage systématique. Lorsque moi-même j'entre comme avocat dans ce centre de détention, la moindre conversation que j'ai avec mon client Jean-Pierre Bemba est notée dans un rapport. Lorsque je me réveille le matin à 7h30, l'on doit noter que je me suis levé à 7h30, qu'à 7h45 j'ai pris ma douche, qu'à 8h j'ai pris mon petit déjeuner, que j'ai mangé du pain gris avec du lait demi-écrémé plutôt que du lait entier. Mais c'est cet espionnage systématique dans le quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale est une violation des droits de l'homme qui est inacceptable. Il est important que l'opinion le sache. Prenons le cas de ce qui se passe devant les tribunaux. Pensez-vous vraiment qu'il y ait un conflit avec des morts? On vous appelle devant le tribunal correctionnel et on appelle seulement une des parties au conflit meurtrier et l'autre ne vient pas, il est plutôt la personne qui coopère avec le bureau du procureur dans les cadres de poursuites contre son adversaire et qui fournit même de témoins à charge qui sont affiliés à son parti politique. Voilà l'instrumentalisation politique de la CPI par nos gouvernements en Afrique. Il faudrait qu'un jour on mette fin à cela. La seule façon d'y mettre fin, c'est d'en parler, de faire connaître au monde cette injustice pour entraîner un éveil des consciences et que, enfin, des initiatives naissent pour que nous puissions avoir une véritable Cour pénale internationale.